D'abord par dire d'où je parle, en commençant par souligner que ce qui me semble important dans cette réforme, et en tout cas dans ces moments auxquels je participe maintenant depuis plusieurs mois, de discussion autour de cette mise en œuvre de la réforme, puisqu'on n'est pas dans un moment de la discussion de la réforme, elle est en cours de mise en œuvre. C'est que la première chose, il y a deux types de discours qui sont présents moi je rencontre en tout cas dans ces moments-là. C'est qu'il y a un discours qui viendrait par le haut expliquer finalement ce qui doit être nécessaire de faire. Et puis il y a un discours plus basique qui est finalement la question que se posent les gens quand ils sont directement impliqués dans cette mise en œuvre. Et je tiens à souligner que cette deuxième dimension n'est pas négligeable par rapport à la première, bien au contraire. Parce que dans les faits, le législateur, c'est-à-dire à la fois les hommes politiques et puis leurs services, quand ils ont décidé de mettre en place cette réforme-là, je ne pense pas qu'ils avaient imaginé tout ce qui allait se passer. Et du coup, croire qu'il y aurait finalement des gens qui sauraient ce qu'il faut faire dans cette réforme, et puis il y aurait les petites mains qui finalement devraient juste appliquer les choses, me semble une vue de l'esprit assez déformée finalement du réel. Le réel, c'est vous sur le terrain, lorsque vous vous trouvez face à ces situations-là, qui essayez de trouver le chemin par lequel passer. Et c'est ça le plus important. Au final, cette réforme passera au travers d'acteurs de terrain qui vont penser, réfléchir et mettre en œuvre au réel cette réforme. Donc, voilà, ça me semblait la première chose. Donc les moments de restitution qu'on vient de vivre là ne sont pas une partie négligeable, bien au contraire. Nous avons fait, il n'y a pas très longtemps, le 5 mai, une première journée pour le CNFPT Île-de-France, donc le centre de formation professionnelle de la fonction publique territoriale, qui forme les agents des villes, qui était un peu une sorte de lancement finalement d'une réflexion autour de cette réforme. Et au cours de la journée qui a eu lieu ce 5 mars, les gens dans les ateliers, comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous l'avez fait cet après-midi, ont commencé à poser un certain nombre de questions. Et dans les faits, ces questions-là n'avaient pas été encore posées nulle part. C'est ça qui me semble important de souligner. C'est-à-dire qu'il faut créer des situations aujourd'hui qui vont permettre de réfléchir et de penser à comment les choses vont se passer. Et toutes les questions sont importantes. Il n'y a pas de questions subalternes, négligeables. Et quelle que soit la forme que vous leur donnez à ces questions, c'est très important. C'est-à-dire ce que vous apportez, finalement, est déjà une pierre à l'édifice de la construction de ce machin. 6 millions d'élèves concernés. 6 millions d'élèves concernés. Nous n'avons jamais vécu dans le champ de l'animation socioculturelle une telle réforme, je dirais une telle révolution. Donc on est au début de quelque chose. On espère que l'ensemble des acteurs va aller au bout. On sent qu'il y a des hésitations qui arrivent, avec des moments un peu de flottement, pour savoir s'il ne faut pas revisiter un certain nombre de choses dans cette réforme. J'ai le sentiment, un certain nombre d'indicateurs me le laissent penser, qu'on ira au bout de la réforme. Peut-être qu'on ira dans 4-5 ans, au moment où on va se reposer la question du financement. On pourra à ce moment-là peut-être faire le bilan et éventuellement la remettre en cause, ou en tout cas en faire une évolution. Mais là, maintenant, on va y aller. Donc, ce que disait par exemple Francis Lebon ce matin, avec l'étudiant du master et aussi les étudiants du DESGEPS qui ont travaillé dessus, sachant que le DESGEPS est coupé avec une licence. Sur le terrain, le métier de l'animation est en train d'être modifié dans son fondement même, sur la façon de concevoir cette relation singulière qu'il y a entre un animateur et une animatrice et des enfants en face. Nous avons d'autres modèles, nous avons le centre de loisirs, nous avons la colonie de vacances, un certain nombre de choses, maison de quartier, maison de jeunes, centre social. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Et là, on participe aujourd'hui, on est des acteurs qui sont en train d'essayer de penser ça.
Voilà, premier élément de présentation pour dire d'où je parle. Donc moi, je pose les choses dans ces termes-là. Deuxième chose que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est que d'abord, je vais me présenter qui je suis dans l'histoire. Donc je suis enseignant et chercheur en animation socioculturelle. Je viens de l'animation de terrain. Comme on m'a posé la question ce matin en me disant, enfin tout à l'heure, plutôt dans l'atelier, mais au fond, qui on est là-dedans? Oui, on est l'ensemble de la chaîne qui produit finalement l'animation, hein, de la personne qui est en face de l'enfant jusqu'au chercheur qui va passer du temps à réfléchir, à essayer de comprendre comment les choses se passent, à aider les acteurs de terrain à avancer dans leur réflexion. Donc, voilà, il y a très peu de temps, j'étais encore dans un service. En 2006, j'ai quitté un poste de directeur d'un service jeunesse, et avant, j'étais dans un service enfance. Voilà, pour signer les choses. Autre chose dans cette histoire, on a en mars l'année dernière, mars 2013, au moment où la réforme était en train de rentrer dans les faits, puisqu'il y avait elle a été mise en place par 4000 écoles là à la rentrée 2013. Les premiers décrets apparaissent, ça commence à discuter, ça commence à... Il y a un certain nombre de difficultés qui apparaissent et de personnes qui commencent à montrer leur réticence à la mise en place de cette réforme. Et on décide avec un collègue de l'UIT de Menton, Éric Carton, de mobiliser l'ensemble des chercheurs français en animation socioculturelle sur cette question. Ce qu'on pose à ce moment-là, c'est de dire, vous avez effectivement engagé cette réforme, mais on ne voit pas dans cette réforme et dans la mise en place de cette réforme la place du champ de l'animation socioculturelle. Les syndicats enseignants sont mobilisés, les syndicats des parents d'élèves sont mobilisés, les élus des collectivités territoriales sont mobilisés, mais les animateurs, ils sont là. Nous avons fait donc un appel, on a mobilisé 34 chercheurs français, et donc, dont 3 sont venus nous rejoindre l'appel, donc 37 au final personnes, qui sont à peu près l'équivalent de tout ce que vous pourrez lire en France comme littérature sur le champ de l'animation socioculturelle, qui compte pour le coup. Et notre appel n'a jamais donné aucune suite au niveau de l'éducation nationale, ni de notre ministère de référence, Finance et Éducation populaire. Et donc, nous avons renvoyé la semaine dernière à la nouvelle ministre une lettre lui disant est-ce que cette fois-ci, enfin, les animateurs vont, au travers de ces représentants singuliers, mais aussi de ces représentants que sont les chercheurs, est-ce que nous allons enfin être entendus? Nous l'espérons. Nous souhaitons apporter notre contribution pour aider à mettre de l'intelligence et à comprendre ce qui se passe, donc aider les uns et les autres à avancer dans l'histoire. Une fois que j'ai dit ça, on m'a posé une question, et c'est pour ça que je suis là tout de suite, qui est réforme des rythmes scolaires et éducation populaire. Que dire autour de ça? D'abord, je vais poser 3 petits préalables qui sont importants à comprendre pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Première chose, cette réforme des rythmes scolaires, ce n'est pas une réforme des rythmes scolaires toute seule. C'est d'abord et avant tout une refondation de l'éducation nationale en premier au niveau des primaires. Donc il y a plusieurs choses qui sont mises sur la table et qui sont en train d'être discutées. La question des contenus. Est-ce qu'on garde les mêmes contenus d'enseignement dans l'école primaire? Première chose. La question du statut d'enseignant, le nombre d'heures que les enseignants vont faire face aux élèves et en dehors de la classe. La question de la formation des enseignants. Vous savez qu'il y a des nouvelles structures qui ont été mises en place. Il y avait des IUFM avant. Maintenant, on a des SP qui sont des lieux de formation des enseignants au niveau master. Donc, on a augmenté le niveau de formation des enseignants. 3e élément. 4e élément. Refondation qui devrait toucher à terme aussi le collège et le lycée. Est-ce qu'on garde la même structure? Est-ce que les collèges vont continuer à exister, etc. Le 5e élément, je dis bien le 5e, c'est-à-dire pas le premier, mais le 5e dans la liste, c'est la réforme qui était prévue sur les rythmes scolaires. Et c'est en particulier celle qui était le moins aboutie dans les débats et négociations entre le monde de l'enseignement, donc syndicats et ministères et parents d'élèves, etc. Donc, une manière singulière d'engager le travail de refondation de l'école. Vous
vous avez entendu un certain nombre d'enseignants être relativement réticents par rapport à cette réforme. Il faut l'entendre de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on leur propose de changer complètement leur métier, et on commence par faire quelque chose qui, eux, leur paraît quand même relativement périphérique par rapport aux questions qu'ils se posent. Du coup, on peut, je pense, entendre une difficulté qui se présente. Deuxième chose, alors là c'est plutôt dans les faits, 4000 écoles se sont engagées sur 24 000, donc 20 000 de plus vont s'engager à la rentrée 2014. Qu'est-ce qu'on observe de cette première vague de mise en œuvre? D'abord une chose importante qui concerne le nombre d'élèves impactés. On a aujourd'hui un chiffre large qui dit environ 20% des élèves participent aux activités périscolaires. C'est un chiffre général, qui me poserait un certain nombre de questions pour savoir comment il a été fondé, mais j'y rentrerai pas dans le détail. Les écoles engagées, les villes engagées disent en fait qu'on passe de 20% des élèves participant aux activités périscolaires à 90% des élèves de l'école qui participent aux activités périscolaires. Donc là où vous aviez un centre de loisirs, où vous aviez éventuellement dans l'école 100 élèves qui participaient au centre de loisirs après l'école, ben là vous en avez 300, 350, 400. C'est-à-dire les chiffres de mise en œuvre, la logistique d'organisation n'a plus rien à voir. On est en train de passer à autre chose. Voilà, ça c'est un deuxième trait. Troisième élément dans l'histoire, c'est la question de savoir c'est quoi au fond cette réforme. Qu'est-ce que c'est le centre, le cœur qui donne du sens? On l'a posé, vous l'avez posé juste ici à l'instant précédent en disant, d'ailleurs c'était intéressant, vous parliez de toute une série de choses autour de l'activité, le site d'activité, le temps de mise en place, le rythme d'activité, etc. Est-ce qu'il faut mettre des thèmes, pas de thèmes, etc. Et à la fin, mais au fond, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Et c'est là peut-être que la question de l'éducation populaire va pouvoir se poser. La question du sens, en tant que chercheur, en préparation du premier colloque qu'il y a eu sur la réforme du rythme scolaire que nous avons organisé à Menton avec Éric Carton, c'était il y a le 25 mars. Pour ce colloque, j'avais fait un travail de recherche à partir de l'analyse des discours des uns et des autres autour de cette réforme. Et en particulier, j'ai utilisé les vidéos qui ont été mises en œuvre pour la commission sénatoriale qui fait une première évaluation de la mise en place de cette réforme, qui représente à peu près 70 auditions, donc un nombre assez important d'intervenants qui donnent un avis sur la mise en œuvre de cette réforme, dont entre autres des gens que vous avez entendus ce matin. Et l'analyse de discours amène quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est quelque chose qui est assez différent du discours général qui est porté, qu'on entend par le bruit médiatique. Finalement, quand il y a quelque chose qui se passe, on a un premier niveau de discussion sur la mise en œuvre, mais une fois que la poussière est retombée, il y a certains discours qui ont disparu. C'était des discours, d'une certaine façon, de circonstances, et finalement, d'autres discours prennent la place. Et là, en particulier, il y a une chose qui est vraiment notée, et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps autour de ça. Les sénateurs qui font cette analyse, cette évaluation aujourd'hui de la réforme, vont se poser, eux, la question de, lorsqu'il y a conflit autour de cette réforme, comment on va arbitrer? Du coup, c'est la question qui se pose, c'est la question des arbitrages. Les arbitrages politiques, entre autres, des équilibres qu'il y a entre les différents protagonistes qui ont des choses à dire par rapport à cette réforme. Et pour ce faire, ils vont, pour faire l'arbitrage, aller voir à l'intérieur du texte de loi ce qui est dit. Et dans ce qui est dit, ils ressortent de cette expérience de lecture, ils ressortent un élément qui est le suivant. La réforme des rythmes scolaires a pour mission de favoriser l'accès des enfants aux activités artistiques, culturelles, de loisirs et sportives. Donc en fait, on entend un mot qui est réforme des rythmes scolaires, donc centré autour de l'espace de l'école,
l'espace d'enseignement, passage de 8 demi-journées matinée à 9 matinées, mais en réalité, donc ça concerne le métier des enseignants, je vous ai dit, refondation de l'école, mais en réalité, c'est pas là que se trouve le centre de gravité de la réforme. C'est autour de l'accès d'un certain nombre d'enfants à des activités auxquelles, pour un grand nombre, ils ne participent pas. Nous avons, je vous l'ai dit juste avant, 20% des élèves, par exemple, participent aux activités périscolaires, aux activités de loisirs. Et quand on prend les chiffres du côté des activités artistiques, la fréquentation, par exemple, des écoles de musique, la fréquentation des musées, etc., la fréquentation même des activités sportives, on observe dans les faits que beaucoup d'enfants n'accèdent pas du tout à ces activités. Alors, si l'enjeu, ce n'est pas simplement d'occuper les enfants pendant ces 3 heures dites payantes, mais d'y inscrire quelque chose qui va permettre aux enfants d'accéder à des activités qu'ils n'ont éventuellement jamais fréquentées, nous avons là un point, un levier de travail en tant qu'animateur, en tant que métier de l'animation, animateur et animatrice. Je dis animatrice, et j'insiste là-dessus parce que dans les faits, on observe que dans ce moment particulier de mise en place, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont engagés dans l'histoire. Et les emplois atypiques, en général, aujourd'hui, concernent plutôt les femmes. Eh bien, de fait, on a un sens possible. Posons ça déjà, et appuyons-nous après ensuite dessus. Deuxième chose que j'ai envie de dire sur cette question de la relation entre la réforme des rythmes scolaires et l'éducation populaire, c'est que l'éducation populaire, on pourrait la regarder dans sa contemporanéité, c'est-à-dire dans le moment d'aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui dans notre société, mais on pourrait aussi la regarder au travers du prisme de l'histoire. Et là, c'est quelque chose d'intéressant qui peut venir nous aider à comprendre ce qui se passe. Au travers du prisme de l'histoire, la naissance de l'éducation populaire vient chaque fois nourrir une réflexion à des moments singuliers de la société, de l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on peut repérer comme ça des moments où la société est en pleine transformation et des gens venant de la société décident d'aller mettre au travail les éléments qui sont en train de se transformer dans la société. Premier exemple, fin du 19e, on parle d'industrialisation et d'urbanisation massive des villes. Je donne un exemple, j'ai donné lors des cours. La ville de Chicago passe de 700 000 personnes à près de 2 millions de personnes en l'espace d'une vingtaine d'années. Donc vous imaginez, alors, pour avoir des représentations de ce que ça peut vouloir dire en termes de période, c'est la période d'Al Capone. Voilà, c'est un moment où la ville de Chicago, on utilise souvent ce terme-là pour parler d'un endroit complètement chaotique dans les relations humaines. C'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Et du coup, des gens de la société civile vont commencer à s'organiser pour essayer de trouver des solutions à cette évolution. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on invente les centres sociaux. Les centres sociaux naissent précisément à ce moment-là. Les premières réflexions pédagogiques qui vont donner, après la Seconde Guerre mondiale, les maisons de jeunes et de la culture, autour de l'idée de république de jeunes, vont aussi se créer à ce moment-là aux États-Unis, au moment de l'explosion des villes en termes d'habitants. Ok, revenons au moment présent. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement? On est précisément aussi en train de vivre un moment de mutation et de crise sociale. Je dis bien de crise sociale, pas simplement économique, bien sûr, massivement, globalement, mais aussi un moment de crise sociale, c'est-à-dire de moment où on se pose la question de comment on va faire société ensemble. Et je pense que ce moment particulier de réflexion, ou en tout cas où la société est travaillée par cette question de l'ensemble, me semble revenir, je l'ai mis, parce que cet élément que j'ai mis de côté tout à l'heure, sur la question de l'accès à ces activités. Pour faire vite, les activités culturelles, en particulier, sont des activités qui sont en quelque sorte la boîte noire du fonctionnement d'une société. Quand je dis une boîte noire, c'est-à-dire que ça fait quelque chose à la société, mais on ne sait pas ce que ça fait et comment ça le fait. Plutôt comment ça le fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans une société,
les rapports sociaux, c'est-à-dire la manière où les uns et les autres on vit, entre les gens qui habitent en périphérie de la région parisienne, par exemple, et ceux qui vivent au centre de Paris, comment ces rapports sociaux, ces rapports qu'on a les uns avec les autres se construisent? Eh bien, ça se construit en particulier par la culture. Je pense que parmi nous, ici, dans cette salle, très peu sont rentrés dans une salle d'opéra. Ça a l'air d'être idiot de dire ça. Mais le fait que certains, eux, ça leur paraisse naturel dans leur histoire, dans leur vie, à un moment donné, de rentrer dans une salle d'opéra, change profondément le fait d'avoir une certaine place à l'intérieur de la société. Et je pourrais donner d'autres exemples de cette façon. Je reprends tout simplement les travaux de Bourdieu dans l'histoire. C'est-à-dire que finalement, le fait que vous ayez l'occasion, au travers de votre activité, de permettre à des enfants d'accéder à des activités auxquelles ils n'auraient probablement jamais simplement même eu l'idée d'y aller, vous allez peut-être modifier les trajectoires de ces enfants. Peut-être que vous allez donner l'occasion à ces enfants de bifurquer ou de réouvrir les possibles dans leur parcours. Et ça, il me semble qu'il y a quelque chose d'important. Mais ça suppose, pour le coup, que vous ayez, vous aussi et vous-même, dans cette histoire, quelque chose qui vous ait aidé, accompagné, à aller aussi vers d'autres pratiques culturelles que peut-être vous n'avez pas encore essayé de développer. Et là, pour le coup, on a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer au travers de cette réforme, qui est finalement comment l'ensemble des places dans la société se construisent et comment, pour le coup, les uns et les autres, on va pouvoir mettre une petite pierre à l'intérieur de l'histoire pour changer finalement quelque chose qui avait l'air d'être inéluctable. Voilà, vous avez bien entendu que, donc je vais m'arrêter autour de ça, je vais plutôt maintenant rentrer en discussion avec vous autour de cette présentation. Vous entendez bien que dans mon propos, je n'utilise pas le terme éducatif, parce que je pense que notre travail, lorsqu'on le désigne comme étant une activité éducative, ne fait que être finalement enfermé dans un cadre qui est là très très présent, qui est le cadre scolaire. Je vais développer. La forme scolaire, c'est-à-dire l'idée que finalement, quand on est en face des enfants, on devrait faire de l'éducation, on devrait faire des apprentissages, est une idée qui vient du domaine scolaire, qui vient de l'école. Moi, je pense que vous, nous avons autre chose à faire, de beaucoup plus important. Nous avons quelque chose à faire qui est d'ouvrir des portes à des enfants qui, aujourd'hui, ne connaissent pas le chemin déjà simplement pour arriver devant ces portes. Et ça me semble beaucoup plus important dans la construction de notre vie. Je vous remercie.